François, bon, les carnets. Alors, en ce moment, ça se voit pas trop ici, c'est plutôt dans le garage de l'autre côté. T'avais des briques, des planches, et puis tu mets une rangée, et puis une autre rangée de livres qui était devant la première rangée. T'avais les planches qui faisaient comme ça, et finalement, bah, tu sais plus où, rien où. Par terre, t'as d'autres cajots avec des... Bon. Donc, nettoyage par le vide, tri... On se débarrasse comme on peut, où on peut. Bah, en tout cas, ça y est, le chantier est amorcé. Et puis, évidemment, tu vois ressurgir des choses. Et là, cette petite plaquette jaune, et ça m'est revenu quand je l'ai vu. Passage, Pasaguin, bon, pas un graphisme, on peut dire... oh là là, à traverser les siècles, et peut-être une référence à Walter Benjamin, c'est pas trop la question. C'était Institut français de Francfort, et l'année, tout de suite, je m'en suis souvenu, 1986. Moi, je venais de publier mon troisième bouquin, s'appelait le crime de Buzon. Et à l'Institut français de Francfort, c'était Alain Lance. Et Alain Lance, c'était une personnalité qui a été, je dirais, déterminante des deux côtés. Parce qu'en France, il était membre d'Action Poétique, peut-être si je ne dis pas des bêtises, enfin en tout cas très proche de Henri Deluy et toute l'équipe là, d'Action Poétique. Vraiment, d'un autre côté, il était traducteur, et pas n'importe quel traducteur, hein, Christa Wolf par exemple, il était l'intermédiaire aussi entre ces auteurs-là. Et Alain, pas tout seul, je me souviens aussi de Jean-Louis de Rambure, par lequel j'avais découvert Thomas Bernhardt. C'était vraiment des personnalités littéraires qui avaient là poussé ces instituts français à être des lieux de rencontre. Du coup, tous les autres instituts, quand on allait à un endroit, eux, la loi de leur ministère, c'est qu'il fallait faire 3 conférences dans 3 endroits. Donc finalement, il y avait une partenariat France-Allemagne vraiment vivant. Ça se traduisait comment? Des échanges de droits. Ça, moi, c'était avec un petit éditeur de Brême qui s'appelait Manold Verlag. Je suis allé à Brême. Et on faisait quoi? C'est Verdier publiait un bouquin de chez Manold, puis on payait quoi? 2500 balles de droits. Enfin, qu'est-ce que ça pouvait faire? Et inversement, pour cette même somme minimale, ça se fait, au lieu d'avoir l'anglais, et puis maintenant, en gros, c'est l'anglais qui sert de plaque tournante, y compris pour les bouquins. Tu étais traduit en Hollande, à Amsterdam, tu étais traduit en Suède, tu étais traduit au Danemark. Alors évidemment, on peut considérer que c'est quelque chose de fini, mais c'est un écosystème qui termine. Alors en 1986, il y avait déjà ce salon de Francfort qui était devenu une espèce de capitale européenne provisoire pour le livre. Et puis la France était invitée, peut-être pas d'honneur, j'en sais rien. Mais enfin, Alain Lance avait trouvé un petit nid là pour les auteurs contemporains. Je me souviens parce il y a Michel Chailloux qui prenait pas l'avion par claustrophobie, donc on avait été tout un petit paquet là à faire le voyage avec lui en train. C'est des bons souvenirs. Après, me demandez pas, c'était quoi l'hôtel, c'était où, qu'est-ce que t'as fait, de quoi t'as parlé, où est-ce que t'es allé ensuite. Ouf. 1986, et il y avait eu cette petite plaquette qui nous avait demandé un texte, et la revue est bilingue, c'est-à-dire qu'il y a le texte et chaque fois la traduction. Et ça m'a fait vraiment drôle quand j'ai ouvert le sommaire. Alors, préface d'Alain Lance, Gilles Joannard ensuite, décédé. Jean Joubert, décédé. Jean-Michel Maulepoix, Jean-Michel non, ça va. Pierre Lartigue, décédé. Henri Deluy, décédé. Hubert Juin, je ne connais pas. Michel Guérin, connaît pas. Claude Prévost, qui a été un ami, décédé il y a longtemps. Claude Ollier, décédé. Pierre Bourjade, décédé. Jean Ferniaud, La cuisine des beaux-arts, connaît pas. Alain Robbe-Grillet, décédé. Yves Bonnefoy, décédé. Par contre, ces bouquins, voilà, ils sont toujours là, à vibrer tout autour. Jacques Roubaud, le grand Jacques a l'intérêt de tenir. Lionel Richard, lui, je crois qu'on a échangé sur Facebook il n'y a pas très longtemps. Donc ça va. François Bon, il est là. Annie Ernaux, on va en parler. Martine Broda, décédé. Guy Evic, décédé. Gérard Noiret, plus nouvelle. Jacques Reda, décédé. Maurice Regnault, je crois, est décédé. Donc tu ouvres ça, tu as l'impression que c'est plutôt tous les morts qui disparaissent autour. Mais Claude Ollier, tout d'un coup tu te retrouves à lire une page
de Claude Ollier. Je quittais l'Allemagne à pied, me dirigeant vers Paris. Les routes étaient de terre. Longtemps, j'ai eu un compagnon. Nous avons marché des heures sur les routes désertes. Je me disais que parcourir une distance énorme à pied, ce que je n'avais jamais fait, trouvais fort étrange. Je n'avais pas de sac, etc., etc. Tu me donnes envie de lire autre chose. Et évidemment, c'est le texte d'Annie Ernaux qui m'a attiré, puisque je n'avais plus aucun souvenir des contenus. Et on se suit juste. François Bon, Le Mur. Ce texte, par contre, je crois que je l'ai repris plus tard dans Impatience, je pense. C'était un mur. Devant moi, j'ai mes ongles. Mes doigts ne guérissent plus, écorchés au bout, où le gravier du béton s'incruste et rogne. Je dis mes ongles, mais ils ont disparu. C'est à vif, la plaie saigne pour imbiber aussitôt et alourdir ces taches brunes dans l'excavation ovale poreuse. Il y a longtemps que j'ai passé le plâtre. Ce matériau que je racle est un conglomérat rugueux et dur qui résiste. Ce mur est pourtant si mince vu de loin. Une feuille isolée au milieu de sa plaine sans obstacle, tout droit et très long. Il n'enclôt rien. En arrivant, j'ai bien vu, là-bas à gauche, où il commençait, et où à droite, encore plus loin, il finissait, nettement d'aplomb, légèrement incurvé sur cette face au-dessus de ma tête. C'est un schéma que j'ai retravaillé pour plusieurs fois dans d'autres dispositifs. Je lisais Beckett aussi, évidemment, beaucoup. On y va sur Annie Ernaux. Annie Ernaux, je ne suis pas sûr d'être écrivain au masculin. Quand je réfléchis, je ne suis pas sûr d'être écrivain. Du moins, je ne suis pas écrivain comme, par exemple, je suis femme, ou même comme je suis professeur. C'est-à-dire qu'à l'époque, 1986, Annie Ernaux enseignait encore. Je ne me sens pas beaucoup professeur, mais je suis capable d'accomplir un certain nombre de tâches qui relèvent de cette fonction, expliquer des textes, rédiger des cours. J'ai acquis un savoir-faire qui devrait normalement m'accompagner jusqu'à la vieillesse. Je n'ai aucun savoir pour écrire. Quand j'entreprends un livre, je suis aussi démuni que si je n'avais jamais écrit une page. Je ne suis pas certaine de le finir, encore moins certaine de continuer à écrire jusqu'à la fin de ma vie. Dans le temps où j'écris, j'ai simplement l'impression de chercher à réaliser un désir. Je ne sais pas lequel, à travers des mots. Il reste quelquefois si peu de phrases de tout ce que j'ai rêvé, pensé, senti à ma table de travail que je me demande si cela peut s'appeler écrire, si ce n'est pas plutôt une façon de vivre, ou de revivre en essayant de comprendre, comme s'il y avait deux temps impossibles à faire coïncider, vivre et comprendre ce que je vis. Cela aussi fait partie du désir. Écrire pour comprendre, ou plutôt croire qu'en écrivant, je trouverai quelque chose de plus qu'en vivant, travaillant, voyageant, parlant avec les gens. Lorsque j'apporte mon manuscrit chez l'éditeur, j'ai toujours honte. Je pense que le jour où je n'aurai plus honte, il vaudra mieux que je cesse d'écrire. Cela signifiera sans doute que je ne serai pas allé jusqu'au bout de mon désir. 3 mois après, je vois mon nom, le titre, sur la couverture de livres empilés. Il me semble que ce n'est pas moi, ce n'est pas non plus mon manuscrit, couvert de ratures, indéfiniment modifiable, que je sortais chaque jour du tiroir, unique, sans titre. Je le découvre après avoir terminé. C'est un livre, comme tous les autres, avec un prix dessus. Mon manuscrit n'avait pas de valeur marchande quand je l'écrivais. Quelque chose est fini à la parution. Je me sens le moins écrivain au moment où justement je suis reconnu comme tel. Article sur le livre, émission où je suis invité. Je ne serai jamais sûr d'être écrivain. Je n'ai pas parlé la langue française tout de suite, c'est-à-dire la langue des institutrices et des journalistes à la radio, des dictionnaires et des romans de la bibliothèque verte. La langue à travers laquelle j'ai commencé par voir les gens et les choses était un mélange de français dit populaire et de patois. J'ai perdu, au cours des études, dans la grande ville, cette langue de mon entrée dans le monde. J'ai appris les tournures correctes, les mots que je n'avais jamais entendus, seulement lus dans les livres.
J'ai appris à vivre dans cette autre langue, variée, subtile, avec des incertitudes, longtemps, sur l'emploi d'un mot, jusqu'à la panique. J'ai eu 2 voix, une pour le dedans, le milieu familial, forte, pleine, une autre pour le dehors, le lycée, plus fine, surveillée. Entre 2 langues, donc, entre 2 mondes. Je ne possède ni ma voix, ni ma langue. Et je ne sais pas si ce que je fais entre dans ce qu'on entend généralement par littérature. Je n'invente pas des histoires, des personnages, des lieux. J'essaye de dire le réel autour de moi et en moi, une entreprise qui se situe entre l'autobiographie, l'ethnologie et l'histoire, quelque chose à la jointure du familial et du social, du mythique et de l'historique. Pourtant, je suis sûr au moins de cela, que l'écriture est une chose grave, qui m'engage plus que ne peut le faire n'importe quel acte, comme signer un manifeste politique. C'est seulement dans cette pensée du pouvoir et de la responsabilité de l'écriture que je suis écrivain. Il arrive au cours de rencontres qu'on m'interroge sur ce que je fais, qu'on confronte mon livre à la vie, qu'on me réclame d'une certaine manière des comptes. Je me dis qu'on a le droit de me les réclamer et que je dois répondre, même si j'ai envie de fuir. Ou alors, il ne faudrait pas publier. L'idée même que l'écriture puisse être considérée et pratiquée comme un jeu plus ou moins éblouissant, sans pouvoir sur le monde, est de celles qui me font pleurer de colère, comme la justification du racisme ou de l'excision des petites filles. Parce qu'il y a justement, dans l'écriture, si on le désire, de quoi transformer les visions habituelles, les idéologies. Je veux dire que le choix du sujet, la structure du récit, l'ordre et la nature des mots peuvent mettre en question la réalité. Venant d'un monde dominé socialement, si je ne croyais pas cela aussi, que l'écriture est une force de transgression, peut-être aurais-je moins de raison d'aller jusqu'au bout de ce désir d'écrire. On est longtemps avant son livre « Écrire au couteau ». Ah ouais, Lothar Bayer, qui était son traducteur. Je me souviens de Lothar. Martin Broda a été traduit par Renate Lance, la compagne d'Alain. Eugen Helmle, qui avait traduit Guy et Vic. Mais ici, Héronio, c'était aussi le traducteur de Georges Perec. Et comment elle se présentait, Annie Arnaud? Alors, si je prends le petit bio, tout au bout, on est toujours dans l'ordre de parution. François Bon, né en 1953, a publié Sortie d'usine, minuit, limite, minuit, le crime de Buzon, minuit. Lecture rencontre le 3 octobre 1986 à l'occasion de la traduction allemande de Limite. Ouais, je dois le voir dans le garage là. Je les ai gardés, les traductions. Annie Ernaux, née en 1940, a publié Les armoires vides, Gallimard, 1974, Ce qui le disent tout ou rien, Gallimard, 1977, La femme gelée, Gallimard, 1981, La place, Gallimard, 1984, prix Renaudot. Donc elle arrivait là avec ce livre-là qui lui a donné sa signature, La place, mais avec déjà Les armoires vides, par exemple, qui amorce Arnaud, ce Arnaud qui pour nous est tellement nécessaire. Lecture rencontre le 23 octobre 1986 au café du Theaterhaus Dom à l'occasion de la parution de la traduction allemande de La place. Voilà un petit truc jaune. Auf Wiedersehen. Bis bald.